Ariane Beauferré, l'entreprise québécoise basée à Sherbrooke, Oneka Technologies, a annoncé avoir reçu 32 millions de dollars de financement de la part de partenaires publics et privés cette semaine. Et pourquoi? Pour fabriquer des bouées de dessalement de l'eau de mer. Alors, la première question qui me vient à l'esprit, Ariane, c'est pourquoi cette nouvelle a retenu ton attention? J'imagine parce que c'est une bonne nouvelle, j'imagine pour l'écologie. Oui. Et est-ce que le manque d'eau potable, c'est un véritable problème? Jusqu'à quel point? Il me semble qu'en ce moment, on parle surtout de climat et non d'eau potable lorsqu'il est question d'écologie. C'est juste. Alors, c'est une nouvelle qui a retenu mon attention parce que c'est une technologie qui est vraiment audacieuse et ingénieuse. Et comme tu le disais, c'est une bonne nouvelle pour les régions côtières qui sont en manque d'eau. Et le manque d'eau, au Québec, on est affecté aussi, mais de façon très locale. Il y a des grosses disparités régionales. On a des problèmes dans des municipalités en Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord, qui sont des zones, donc il y a beaucoup de municipalités côtières où c'est de l'eau salée. Le fleuve devient salé à ces endroits-là. Donc c'est peut-être une technologie qui pourra être utilisée au Québec, mais bon, il y a aussi le problème de l'hiver, des changements, des disparités climatiques qui font en sorte que peut-être que non. Mais en tout cas, cette technologie-là, elle est vraiment pertinente pour d'autres pays où on a un manque criant d'eau. Par exemple, Israël manque d'eau, les Émirats arabes, certaines îles françaises aussi utilisent des usines de dessalement parce qu'elles n'ont pas de source d'eau potable. Donc, c'est vraiment pertinent. Maintenant, comment elle fonctionne, cette technologie, et pourquoi est-ce qu'elle est si intéressante? Les usines de dessalement, normalement, c'est des très grosses productions côtières, ça prend beaucoup de place. Souvent, elles dessalent l'eau à partir d'énergies comme le pétrole. Les Émirats arabes, ils brûlent du pétrole, mais des quantités folles. Et en plus de ça, elles vont rejeter directement dans la mer ou les océans une saumure. Donc ça, c'est une eau qui est très forte en sel. C'est le double de la salinité de l'eau de mer, qui contient également des produits chimiques. Et donc, ça détruit des écosystèmes locaux. Ce que propose Oneka Technologies, c'est vraiment différent. Déjà, c'est, comme tu le disais, des sortes de bouées flottantes, des petites barques flottantes sur lesquelles est installé directement le système de traitement. Mm-hmm. Et ça fonctionne avec l'énergie des vagues. Donc, c'est une énergie qui est complètement renouvelable. Et c'est un processus d'osmose inverse qu'on appelle. C'est tout simplement de l'eau qui est pompée, qui passe au travers de membranes. Et ces membranes fines, en fait, retiennent le sel. Donc de l'autre côté, on a de l'eau douce qui est potable. Et cette eau douce va aller rejoindre des tuyaux qui arrivent à la côte dans des réservoirs. Mais si on met plein de bouées, là, des milliers partout dans les mers, est-ce que ça ne va pas créer plein de déchets? C'est que les bouées, elles ont différentes tailles. Oneka, ils en proposent aussi des toutes petites pour quand il y a des catastrophes naturelles. Donc, par exemple, des régions où il y a de l'eau d'habitude, mais il y a un séisme, comme au Maroc dernièrement, ou en Libye où il y a eu des inondations, ils ont des problèmes d'approvisionnement d'eau potable. Là, avec ces bouées qui sont toutes petites, on a de l'eau pour plusieurs familles, mais on a aussi des bouées qui sont beaucoup plus grosses et on peut les mettre à la chaîne, mais comme elles sont un petit peu éloignées de la côte et elles ne sont pas très hautes et elles ne sont pas profondes non plus, elles n'ont pas d'impact sur les écosystèmes et elles n'ont pas d'impact visuel non plus, contrairement à des éoliennes, par exemple. Alors, ces nouvelles bouées, là, cette nouvelle technologie, elle apporte une bonne nouvelle pour les gens qui sont éco-anxieux, pour les gens qui manquent d'eau potable. Mais est-ce que vraiment, là, à un point de vue plus élevé, est-ce qu'on peut espérer qu'à chaque fois, l'ingénierie, la technologie, la science viennent remédier à tous les problèmes écologiques? Alors, c'est une excellente question. On a des partisans qui vont dire oui, ils sont principalement aux États-Unis. C'est un courant de bio-ingénierie, éco-ingénierie. Des personnes qui me disent tous les problèmes qui sont environnement ou sociaux, on a la créativité et l'intelligence pour y répondre. Par exemple, s'il n'y a plus d'abeilles, on va faire des nanorobots. Ça fait rire, mais c'est ça. C'est pas pour rien que ça fait rire, c'est parce que je pense à un épisode d'une série où justement ces petites abeilles robots futuristes se retournent contre l'homme. C'est moins drôle tout d'un coup. J'ai pas vu cette série. Mais il y a d'autres exemples. La Russie, par exemple, quand ils ont des grands festivals à Moscou, à Saint-Pétersbourg, et qu'il y a des tempêtes qui sont annoncées l'hiver, ils vont envoyer des produits chimiques dans les nuages pour que les tempêtes soient en dehors des villes. Il y a des choses qu'on utilise déjà. Et c'est vraiment un contrôle de l'environnement, des conditions climatiques et des cycles naturels. C'est un peu prométhéen, c'est-à-dire que c'est un peu l'homme qui joue à Dieu, qui pense pouvoir contrôler la totalité de l'écosystème. Oui, qui peut contrôler et tout résoudre. Le problème, c'est que ça pose des problèmes, des enjeux pratiques et moraux. En pratique, ça fonctionne difficilement.
ces technologies qui sont utilisées, elles sont toujours basées sur des ressources, pas sur rien. Si on fait des nanorobots abeilles, si on fait des stations de dessalement, on a besoin d'énergie, on a besoin de métaux rares, on a besoin de plastique qu'on ne crée pas, ça sort pas de nulle part. Et les ressources sur la Terre n'étant pas infinies, c'est un cercle vicieux. James Langlois? Mais moi, ma grande question, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette eau-là? Est-ce qu'ils vont la vendre en bouteille? C'est ça, l'eau produite par Oneka? Oui, c'est ça. Non, l'idée, c'est de vendre cette technologie pour des complexes touristiques, des municipalités. Ça peut être aussi des régions qui sont plus isolées. C'est pas pour prendre l'eau puis l'exporter? Non, c'est pas du tout une compagnie comme Nestlé qui veut embouteiller de l'eau de mer qui sera transformée en eau douce et ensuite l'exporter. Non, c'est vraiment exporter les bouées, la technologie, comme c'est déjà fait. Là, pour le moment, leur technologie est utilisée en Californie et au Chili, mais ça pourrait être utilisé à tous les endroits finalement où il y a assez de profondeur et de l'eau salée et où on a la capacité d'avoir un réservoir finalement côtier, mais ça prend pas beaucoup de place. Et selon la taille de la municipalité, on modifie la quantité de technologie dont on a besoin. Mais comment, au fond, on fait une différence entre une bonne et une mauvaise technologie pour travailler avec l'environnement, justement? Je pense que ça dépend beaucoup des impacts que cette technologie a et de la réponse qu'elle permet de donner. Dans le cadre du dessalement, il y a des pays, donc je le disais, comme les Émirats arabes, comme Israël, ils n'ont pas le choix d'aller chercher. Israël a même fait venir un iceberg une fois pour avoir de l'eau potable là, jusqu'en Méditerranée. Parce qu'ils n'ont pas le choix, ils ont des populations qui manquent d'eau. Le problème, c'est est-ce qu'on va aller chercher de l'eau pour aller alimenter des complexes touristiques pour millionnaires aux Émirats arabes ou pour alimenter Los Angeles, oui, par exemple, ou est-ce que c'est pour un usage raisonnable en fait? Et donc là, c'est là qu'intervient le problème moral et le fait que non, on ne peut pas tout résoudre avec la technologie parce que ces technologies, déjà, elles sont seulement disponibles pour les personnes riches. Dans les pays plus pauvres ou en développement, c'est impossible, c'est inabordable d'avoir ces technologies-là. Ils sont obligés de limiter leur quantité d'eau alors que nous, on peut en gaspiller. Ensuite, c'est aussi l'idée de se dire, je vais résoudre le problème plus tard. J'ai résolu mon problème d'eau, mais je détruis des écosystèmes et je brûle du pétrole en quantité astronomique. Mais ça crée d'autres problèmes par la suite. Et finalement, c'est mes enfants, c'est mes petits-enfants qui vont résoudre le problème avec leur propre créativité. Donc, on met une pression qui est très, très importante sur les générations futures. Donc, si je te comprends bien, Ariane, il faut davantage viser de réduire ou changer notre mode de vie, peut-être découvrir un véritable sens de l'ascèse pour je pense avoir un rapport plus harmonieux avec les ressources naturelles. Tout à fait, sans pour autant dire toute technologie est mauvaise. Comme d'habitude, la réponse, elle est entre deux. Et c'est vraiment se poser la question, est-ce que ma façon d'utiliser cette ressource, elle est pérenne? Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est ou est-ce que je gaspille? Est-ce que je fais n'importe quoi avec cette nature qui nous est donnée en héritage? C'est quelque chose qu'on a dans la Bible aussi, dans la Genèse, mais aussi dans d'autres religions, où on est vraiment les héritiers finalement de toute cette planète dont on doit prendre soin. Dans la Genèse, c'est remplissez la terre et soumettez-la, mais ça ne veut pas dire la soumettre d'un point de vue la détruire, c'est en prendre soin et en devenir le gardien. Comme un jardinier, exactement. Et donc, on peut arriver à l'idée que même dès le départ, l'usage de technologies, de moyens techniques développés par l'homme pour arranger, donner de l'ordre dans la création, un ordre particulier qui nous sert bien, c'est juste. Oui, je pense. Je pense que c'est une bonne réflexion. Merci beaucoup, Ariane. Merci.